Je me tenais devant la maison de ma mère, serrant dans mes bras la cafetière coûteuse que je lui avais achetée pour son anniversaire. La boîte était lourde et je me déplaçais inconfortablement en attendant qu'on vienne ouvrir la porte. 2 000 $. C'est ce que j'avais dépensé pour ce cadeau, espérant qu'il comblerait le fossé entre nous après des années de relations tendues. Maman avait toujours aimé le café. Chaque matin, quand j'étais petite, elle préparait une cafetière fraîche en fredonnant doucement. C'était l'un des rares souvenirs chaleureux qu'il me restait d'elle avant que tout ne change. La porte s'ouvrit et Rick, mon beau-père, apparut. Son visage trahi d'une pointe d'agacement avant qu'il ne force un sourire. « Emma, dit-il platement, entre. » Je pénétrai dans ce qui était autrefois ma maison d'enfance, mais qui était à peine reconnaissable. Les meubles familiers choisis par mon père avaient disparu, remplacés par les goûts modernes de Rick. Même les photos de famille qui ornaient autrefois le couloir avaient été remplacées par des images de Rick, ma mère et ses 2 filles. Je le suivis dans le couloir, le poids de la cafetière devenant plus lourd à chaque pas. Le salon était rempli de gens, certains amis de ma mère, que je reconnaissais vaguement, et bien sûr, mes demi-sœurs Melissa et Jessica. Elles étaient toutes 2 à l'université maintenant, bien qu'elles vivent encore à la maison. Emma, la voix de ma mère, résonna dans la pièce lorsqu'elle me vit. Elle portait une robe élégante, ses cheveux parfaitement coiffés. « Tu es venue, joyeux anniversaire, maman ?» dis-je en esquissant un sourire et en tendant le cadeau. « Je pensais que ça te plairait. » Ses yeux s'illuminèrent à la vue de la grande boîte, et pendant un instant, je ressentis une lueur d'espoir. Peut-être que ce serait le tournant de notre relation. Peut-être que ce cadeau coûteux lui ferait enfin voir que je méritais son attention. Elle déchira le papier cadeau avec empressement, mais dès qu'elle vit ce qu'il y avait à l'intérieur, son expression changea. Ses lèvres se pincèrent en une ligne de déception, et elle mit la boîte de côté, sans même l'ouvrir. « Une cafetière, dit-elle platement. Eh bien, c'est pratique. » La pièce sembla se taire, et je sentis tous les regards sur moi. Jessica murmura quelque chose à Melissa, et elles ricanèrent toutes 2. « C'est le top du top, » expliquai-je, me sentant ridicule. « Elle peut faire n'importe quel type de café, latte, cappuccino, tout. » Je me souvenais combien tu aimais le café. Alors, merci. « Emma, » dit-elle, mais sa voix était froide. « Passons au gâteau. » Le reste de la soirée fut un calvaire. Maman me parla à peine, bien qu'elle rit et discutât avec tous les autres. Je restais dans un coin picorant, mon gâteau, me demandant pourquoi j'avais cru que les choses seraient différentes. Cette fois. Tout avait commencé il y a 10 ans, quand j'avais 19 ans. C'est à ce moment-là que mon monde s'était écroulé. Papa était tombé malade, un cancer, et en 6 mois, il était parti. J'étais dévastée, complètement perdue sans lui. Papa avait toujours été mon roc, la seule personne qui me comprenait vraiment. J'espérais que maman et moi nous rapprocherions dans notre chagrin commun. Au lieu de cela, elle rencontra Rick 1 mois après l'enterrement. 6 mois plus tard, ils étaient mariés et Rick et ses filles emménagèrent dans notre maison. J'étais encore à l'université, assistant à la transformation de ma maison en un lieu que je ne reconnaissais plus. Chaque fois que j'entrais dans une pièce où se trouvaient maman, Rick et les filles, ils arrêtaient de parler. Ils me lançaient dans des regards comme si je dérangeais quelque chose d'important. Maman commença à passer tout son temps avec ses nouvelles filles, les emmener faire du shopping, les aider avec leurs devoirs, toutes ces choses qu'elle faisait autrefois avec moi. « Elles ont besoin de moi, » disait-elle, chaque fois que j'essayais de lui parler. Elle s'adapte à une nouvelle maison, une nouvelle école. Et moi, j'avais envie de crier. Je viens de perdre mon père.
N'ai-je pas besoin de toi aussi? Mais je ne l'ai jamais dit. Au lieu de cela, je me repliais de plus en plus sur moi-même, jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Mon grand-père, le père de papa, vivait de l'autre côté de la ville. Il m'offrit un endroit où rester, et je sautai sur l'occasion. Vivre avec grand-papa fut la meilleure décision que j'ai jamais prise. Oui, cela signifiait un trajet plus long pour aller à l'université, mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis la mort de papa, j'avais l'impression d'avoir à nouveau une famille. Grand-papa comprenait ma douleur. Il était en deuil lui aussi, non seulement pour son fils, mais aussi pour la façon dont maman avait si vite tourné la page. « Ton père serait fier de toi », me disait-il, et ces simples mots signifiaient « et tout pour moi ». Je rendais encore visite à maman de temps en temps, mais chaque visite était plus douloureuse que la précédente. La goutte d'eau fut lorsqu'elle me tendit une boîte en carton remplie des photos et des affaires personnelles de papa. « Nous n'en avons plus besoin ici, dit-elle. Rick pense qu'il est temps de passer à autre chose. » Ce fut le moment où je compris que je l'avais complètement perdu. Je ramenai la boîte chez grand-papa et nous passâmes à la soirée à regarder les photos, ensemble partageant des souvenirs de l'homme que nous aimions et qui nous manquait tant. Après cela, mes visites devinrent encore plus rares. J'étais heureuse avec grand-papa. Il devint ma famille, mon soutien, mon tout, et pendant un temps, cela me suffisait. Je fus tirée de mes pensées lorsque je réalisai que la fête d'anniversaire touchait à sa fin. Les invités partaient offrant à maman leur dernier vœu d'anniversaire et des compliments sur sa maison, sa robe, sa vie. Je me levai pensant que je devrais probablement partir aussi. Emma appela maman. « Reste un moment, veux-tu ?»« Veux-tu ? Nous devons parler. » J'hésitais, puis hochai la tête. Quelque chose dans son ton me noua l'estomac d'anxiété. Je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre, mais je savais que ça n'allait pas être bon. Lorsque le dernier invité fut parti, maman se tourna vers moi avec un regard que je connaissais trop bien. Rick se tenait à ses côtés, les bras croisés, tandis que Melissa et Jessica s'attardaient à proximité avec des sourires narquois assortis. Emma dit « Maman, la voix tranchante, tu aurais pu m'offrir quelque chose de plus cher. » Je clignai des yeux stupéfaite. « Quoi ? La cafetière a coûté 2000 $. » Ils rirent tous comme si j'avais raconté une blague. Maman secoua la tête. « Une cafetière. » « Sérieusement, tu as tout cet argent de ton grand-père et c'est ce que tu m'achètes. » « Je pensais que ça te plairait, » dis-je me sentant stupide. « Tu as toujours aimé le café. » Je laissais des indices depuis des mois sur mon envie d'un collier en diamant, répliqua maman. « Mais tu es trop stupide pour les comprendre apparemment. » Maintenant qu'elle en parlait, je me souvenais qu'elle avait mentionné un collier à quelques reprises, mais je n'avais pas réalisé que c'était en des indices dirigés vers moi. Je ne savais pas. « Épargne-moi, » interrompit Jessica. « Mon Dieu, tu es tellement bête !» Melissa hocha la tête. « On ne te supporte que parce que maman pensait qu'on pourrait tirer de l'argent de toi, mais tu es trop bavard pour partager quoi que ce soit de substantiel. » Je regardais maman, attendant qu'elle me défende. Elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle acquiesça. « Tu as toujours été égoïste. Emma, depuis que tu es enfant. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je t'ai donné de l'argent, chaque fois que tu me l'as demandé. Des miettes. Ricana Rick. Ton grand-père t'a laissé 400 000 $, plus sa maison. Tu pourrais être plus généreuse avec ta famille. Sors d'ici et ne reviens pas, tant que tu ne seras pas prête à être une vraie fille. » Je partis sans un mot de plus, les larmes brouillant ma vision pendant que je conduisais jusqu'à chez moi. Comment avais-je pu être aussi naïve?
Je pensais que nous reconstruisions notre relation, mais tout tournait autour de l'argent. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Vers 2 heures du matin, je consultais les réseaux sociaux et sentis mon estomac se nouer. Ma mante avait publié une photo de la cafetière avec la légende « Un truc inutile de la fille la plus inutile et avare du monde ». Ses amis avaient déjà rempli la section des commentaires avec des messages de soutien pour elle et des critiques à mon égard. « Tu mérites mieux qu'une fille aussi radine », écrivait l'un. « Quel cadeau stupide », disait un autre. En parcourant les commentaires haineux, ma tristesse se transforma en colère. C'en était trop. Pendant des années, j'avais permis à maman de me marcher dessus, désespérée pour la moindre miette d'affection. Plus maintenant. Je me souvenais de quelque chose que grand-papa avait mentionné 1 an avant sa mort. Quelque chose à propos de maman et de l'argent. Il était temps de fouiller dans ses vieux dossiers. Le lendemain matin, je me rendis dans le bureau de grand-papa, une pièce que j'avais laissée exactement comme celle était de son vivant. Son bureau était encore couvert de dossiers et de papiers soigneusement organisés. Je commençai à chercher dans l'armoire où il conservait les documents importants. Après 1 heure de recherche, je trouvai ce que je cherchais, un reçu légal, signé par ma mère. Selon ce document, grand-papa lui avait prêté 150 000 $ pour démarrer son entreprise de boulangerie, avec la condition explicite qu'il pouvait exiger le remboursement à tout moment. En tant qu'héritière, ce droit m'appartenait désormais. Je m'assis dans le vieux fauteuil en cuir de grand-papa, repensant à ce qui s'était passé après que maman eut obtenu ce prêt. C'était environ 1 an après que j'avais emménagé chez grand-papa. Maman était venue un jour, me remarquant à peine, avant de demander à parler à grand-papa en privé. Ils étaient restés dans son bureau pendant plus d'1 heure. Que voulait maman, avais-je demandé quand elle était partie, sans dire au revoir. Elle avait besoin d'argent pour lancer une entreprise, avait expliqué grand-papa l'air troublé. J'ai accepté de lui prêter 150 000 $, mais seulement si elle signait un document légal promettant de le rembourser sur demande. Tu lui donnes de l'argent. Après la façon dont elle m'a traité, dont elle nous a traités. Emma, avait-il dit doucement, je suis toujours son beau-père, et de cette façon, j'ai un levier, si nous en avons besoin un jour. Je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire à l'époque, mais maintenant, je comprenais. Grand-papa pensait toujours à l'avenir. Après avoir obtenu l'argent, maman ouvrit une boulangerie dans un quartier animé de la ville. L'affaire marcha bien, et bientôt, elle affichait son succès sur les réseaux sociaux, publiant des photos de sa nouvelle voiture de vacances luxueuse, avec Rick et les filles toujours avec des légendes, sur son statut de femme d'affaires autodidacte. Puis, juste après l'obtention de mon diplôme universitaire, grand-papa eut une crise cardiaque massive. Il était parti avant que je puisse arriver à l'hôpital pour lui dire au revoir. J'étais dévastée, complètement perdue sans lui. Il avait été mon roc pendant 4 ans, la seule vraie famille qu'il me restait. Selon son testament, tout ce qu'il possédait la maison et 400 000 $ d'économie. Me revenait, cela ne me surprit pas. Ce qui me surprit, c'est que maman se présenta à la maison le lendemain de l'enterrement exigeant sa part équitable de l'héritage. Je refusai. Nous nous disputâmes. Elle me traita d'égoïste et d'ingrate. Je lui dis qu'elle n'avait aucun droit sur l'argent de grand-papa, après la façon dont elle avait effacé papa de sa vie. Elle partit furieuse, et nous ne parlâmes plus pendant 3 ans. Pendant ce temps, je m'installais dans une vie confortable. J'avais un bon emploi en marketing. Je vivais dans la maison de grand-papa, entièrement payée, et ses économies étaient judicieusement investies. Je n'étais pas riche, mais j'étais en sécurité et indépendante. Puis, le Noël dernier, dans un moment de faiblesse saisonnière,
J'envoyai un texto de vœux à maman. À ma surprise, elle répondit chaleureusement et m'invita à une réunion de Noël croyant. Naïvement à l'esprit de réconciliation, j'achetais des cadeaux pour tout le monde et y allais. Maman semblait sincèrement heureuse de me voir. Nous échangeâmes des cadeaux d'Inam et pour la première fois depuis des années, j'eus l'impression que nous pourrions peut-être avoir une relation à nouveau. 1 mois plus tard, elle m'appela pour me demander 10 000 $. L'équipement de sa boulangerie était tombé en panne, expliqua-t-elle, et tout le travail s'était arrêté. Sans réfléchir, je transférai l'argent sur son compte. « Tu es une sauveuse. »« Emma, dit-elle, je savais que je pouvais compter sur toi. » Ce fut le début. De petites demandes suivirent 2 000 $ pour le paiement des frais de scolarité de Jessica, 3 000 $ pour des factures fiscales imprévues, 1 500 $ pour des réparations à leur maison. À chaque fois, je donnais sans demander de remboursement heureuse, d'aider et espérant que cela renforcerait notre fragile reconnexion. Quel idiot j'avais été! Avec le reçu en main, je pris mon téléphone et appelai M. Peterson, l'avocat et ami de grand-papa. Emma me salua-t-il chaleureusement. « Ça fait trop longtemps. »« Comment vas-tu ?»« J'ai besoin de vos conseils, » dis-je expliquant la situation avec maman et le prêt. « Oui, je me souviens d'avoir rédigé cet accord, dit-il. En tant qu'héritière de ton grand-père, tu as tout à fait le droit légal d'exiger le remboursement. Veux-tu que je m'en occupe pour toi ? » Oui, dis-je fermement. Je le veux. Le lendemain matin, je me réveillai avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me fis une tasse de café et souris à l'ironie. Maman avait dénigré mon cadeau, mais j'aimais vraiment ma propre cafetière. J'appelai à nouveau M. Peterson pour confirmer les détails de notre plan. Après avoir raccroché, je partis faire des courses pour acheter une petite boîte cadeau, une qui pourrait contenir un écrin à bijoux, parfaite pour un collier en diamant. Je fis une copie du reçu du prêt, la pliai soigneusement et la plaçai dans la boîte, avec une note manuscrite paiement intégral dû dans les 30 jours. Avant de l'envoyer, j'envoyai un texto à maman. « Je me sens mal pour hier. Je t'envoie un autre cadeau, quelque chose que tu apprécieras plus que la cafetière. » Sa réponse arriva immédiatement. « J'espère que c'est le collier en diamant dont j'ai parlé. » Je souris pour moi-même. « C'est définitivement une surprise que tu n'oublieras pas. » J'appelai un service de coursier pour une livraison le jour même et suivis le colis sur mon téléphone. Quand il indiqua « livré », j'attendis. Trent. Minutes plus tard, mon téléphone explosa de notifications. Maman appelait sans arrêt. Je refusais chaque appel regardant le compteur atteindre 10, 15, 20 appels. Puis, les textos commencèrent à arriver. « Emma, appelle-moi maintenant. »« Ce n'est pas drôle. Tu ne peux pas me faire ça. Réponds à ton fichu téléphone. » Je la laissai mariner pendant 1 heure entière avant de répondre finalement au 31e appel. « Comment oses-tu » cria-t-elle avant même que je puisse dire « Bonjour. » « Tu n'as aucun droit d'exiger cet argent. » « En fait, si répondis-je calmement. J'ai déjà parlé avec M. Peterson. En tant qu'héritière de grand-papa, j'ai hérité de tous ses actifs et obligations, y compris ta dette envers lui. C'était entre moi et ton grand-père. Pas légalement. Le reçu indique clairement que le prêt est remboursable sur demande à lui ou à son héritier. Je suis son héritier. Je n'ai pas ce genre d'argent sous la main. Sa voix se brisa. La boulangerie ne va pas si bien. Nous luttons. Ce n'est pas mon problème. Tu as 30 jours. Emma. S'il te plaît, son ton changea complètement, devenant doux et suppliant.
Je suis désolée pour le commentaire sur la cafetière. J'étais juste déçue. Tu sais comment je suis quand je bois trop. J'ai supprimé ce stupide post sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas à propos du post maman ni de la cafetière. Je marquais une pause. C'est à propos de 10 ans où tu as choisi tout le monde, sauf moi. C'est à propos de toi, effaçant papa de ta vie, 6 mois après sa mort. C'est à propos de toi, me traitant comme un distributeur automatique, tout en me traitant d'avare. Elle resta silencieuse un moment. Que veux-tu, Emma? Une excuse. D'accord, je suis désolée. Je n'aurais pas dû passer à autre chose, si vite après la mort de ton père. Je n'aurais pas dû laisser Rick tout changer. Je n'aurais pas dû t'éloigner. Je ne veux pas de tes excuses. Je veux les 150 000 $. Tu as 30 jours. Au cours des 2 semaines suivantes, maman essaya tout. Elle appela, envoya des textos et des emails constamment. Quand je bloquais son numéro, elle commença à se présenter chez moi. Je n'ouvris jamais la porte. Une fois, je l'observai par la fenêtre, pendant qu'elle restait sur mon porche, pendant presque 1 heure, alternant entre frapper et s'asseoir sur les marches, la tête dans les mains. Rick appela mon travail et tenta de me parler là-bas, mais je fis escorter par la sécurité. Melissa et Jessica envoyèrent des textos désagréables depuis de nouveaux numéros, quand je bloquais les leurs. Elles me traitèrent que c'était de sans cœur, de cruelle, de mauvaise fille. Je sauvegardai chaque message comme preuve de harcèlement, juste au cas où maman envoya même certains de ses amis plaider sa cause. L'une d'elles, sa meilleure amie, Susan, me croisa sur le parking de l'épicerie. « Tu détruis ta mère, dit-elle. Elle risque de tout perdre la boulangerie leur maison. »« Ce n'est pas mon problème, répondis-je en chargeant mes courses dans ma voiture. Comment peux-tu être aussi froide? C'est ta mère. » Je la regardai droit dans les yeux. Où était cette inquiétude quand elle postait que j'étais une fille inutile et avare? Où étais-tu quand elle m'a chassée de sa vie après la mort de mon père? Quand elle a installé mes demi-sœurs dans ma chambre d'enfant? Quand elle a jeté toutes les traces de mon père? Susan n'avait pas de réponse à cela. Elle secoua la tête et s'éloigna. 3 semaines après avoir envoyé la boîte cadeau. Peterson m'appela. « Ta mère m'a contacté, dit-il. Elle a arrangé un prêt pour rembourser la totalité du montant. Nous nous rencontrons demain pour finaliser la transaction. Veux-tu être présente? J'y réfléchis. Oui, je veux être là. » Le lendemain, je rencontrai maman au bureau de Peterson. Elle avait l'air terrible pâle, avec des cernes sous les yeux. Pendant un instant, je ressentis une pointe de regret. Mais ensuite, je me souvins de son visage rieur, alors qu'elle se moquait de mon cadeau, de la légende cruelle sur son post, sur les réseaux sociaux, des années de négligence. Maman me regarda à peine pendant qu'elle signait les papiers et remettait un chèque certifié de 150 000 $. Peterson vérifia tout et me fit un signe de tête. « Cela conclut nos affaires, » dit-il formellement. En nous levant pour partir, maman me parla enfin directement. « J'espère que tu es heureuse maintenant, » dit-elle la voix plate. « Tu nous as ruinés exactement comme tu l'as toujours voulu. »« Je n'ai jamais voulu vous ruiner, maman, » dis-je doucement. « Je voulais juste que tu m'aimes, comme tu aimais ta nouvelle famille. »« Tu sais quoi ?» dit-elle en riant amèrement. « Pendant des années, je me suis dit que j'étais une bonne mère pour toi, que tu étais le problème trop sensible, trop collante, trop comme ton père. Mais en te regardant maintenant, je vois ton père en toi, cette même fierté obstinée, ce refus de reculer. » Elle secoua la tête. « Tu es une fille terrible, Emma. » Mais je suppose que je n'étais pas une mère terrible non plus. Elle partit sans attendre ma réponse. Je restai là, me sentant étrangement vide. Ce n'était pas la closure que j'avais imaginée. Il n'y avait ni satisfaction ni sentiment de triomphe,
Juste un vide, là où ma colère avait été. Ça va, demanda M. Peterson. Je hochai la tête. Ça ira. En rentrant chez moi, je me demandais si j'avais fait ce qu'il fallait. L'argent n'était pas vraiment le but. Il s'agissait de lui faire ressentir une fraction de la douleur qu'elle m'avait causée. Étais-je tombée à son niveau? Peut-être, mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir pris le contrôle de mon propre récit. Un mois passa, je me plongeais dans le travail, pensant à peine à maman et à sa famille. Leurs problèmes ne me concernaient plus. Pourtant, la curiosité l'emporta, et un soir, je consultais ses réseaux sociaux. Ses comptes, autrefois très actifs, étaient devenus silencieux. Le dernier post, datant de 2 semaines, montrait une pancarte à vendre devant sa boulangerie. Je ressentis une vague de satisfaction. Les actions ont des conséquences, et maman faisait enfin face aux siennes. Je fermai le navigateur et me versai un verre de vin pour célébrer ma liberté. Retrouvé, mon téléphone sonna. C'était Lisa, une collègue de travail. « Tu ne devineras jamais qui je viens de voir travailler au grand magasin Burton, dit-elle sans préambule. Qui? Ta demi-sœur la plus jeune, Jessica. C'est ça. Je souris pour moi-même. Jessica. Tu es sûre? Certaine. Elle pliait des pulls dans la section femmes. Elle avait l'air misérable. Je remerciai Lisa pour l'information et raccrochai. Donc, ils étaient vraiment en difficulté. Bien. Le remboursement du prêt les avait frappés exactement comme ils le méritaient. Une semaine plus tard, je devais faire des courses. En tournant dans l'allée des céréales, je la vis. Mélissa, la demi-sœur aînée, en train de ranger des étagères dans un uniforme de supermarché. Elle me vit aussi. Nos regards se croisèrent brièvement avant qu'elle ne disparaisse rapidement dans la réserve. Je terminai mes achats sans me presser. En chargeant mes sacs dans ma voiture, je remarquai quelqu'un qui m'observait depuis l'autre côté du parking. C'était Mélissa, fumant une cigarette pendant sa pause. Quand elle vit que je la regardais, elle écrasa la cigarette et s'approcha d'un pas décidé. « Heureuse, maintenant ?» demanda-t-elle, la voix dure mais légèrement tremblante. « En fait, oui, » répondis-je calmement. « Je le suis. Eh bien, c'est ma vie maintenant, grâce à toi. » Elle désigna son uniforme. J'ai dû abandonner l'université. Nous l'avons toutes les deux fait. Maman et Rick ne peuvent plus payer les frais de scolarité, pas après avoir remboursé le prêt de ton grand-père. Soyons honnêtes, dis-je, en croisant les bras. Pendant des années. Toi, Jessica et ton père m'avaient traité comme si je n'étais rien. Vous trois avez emménagé dans ma maison d'enfance et effacé toute trace de mon père, en quelques mois après sa mort. Mélissa se tortilla mal à l'aise. Ce n'était pas notre faute, c'était la décision de maman et papa. Et à la fête d'anniversaire, Jessica a littéralement dit que vous ne vous êtes réconciliés avec moi, que pour obtenir de l'argent, vous m'avez traité d'avare pour avoir offert un cadeau de 2000 $ au lieu de diamants. Je ris. Vous me voyez comme votre distributeur automatique personnel, rien de plus. Mélissa resta silencieuse, incapable de contrer mes arguments. Vous ne m'avez jamais vue comme une famille. Continuai-je, vous me voyez comme une vache à lait. Eh bien, la vache a décidé d'arrêter de donner du lait. Fais avec. Elle me fixa la bouche, s'ouvrant et se fermant sans un mot. Je dois retourner travailler, marmonna-t-elle finalement, en se détournant. Bonne chance avec ces étagères, lançai-je après elle. Je montai dans ma voiture, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pas de culpabilité, pas de regret, juste la satisfaction d'avoir enfin tenu tête. 2 jours plus tard, je passais devant la boulangerie. La pancarte « À vendre » était toujours là,
Mais maintenant, il y avait un autocollant vendu en travers. Sur un coup de tête, je me garais et allais au café d'à côté. La barista me connaissait. J'y étais allée quand maman avait ouvert son commerce. Dommage pour la boulangerie. Sweet dreams. N'est-ce pas? Dit-elle en me tendant mon café. Les choses ne fonctionnent pas toujours, répondis-je de manière neutre. Entre toi et moi, elle se pencha plus près. Je pense qu'elle a vu trop grand. Elle a commencé trop fort, pris trop de dettes. C'est ce qui arrive quand les gens vivent au-dessus de leurs moyens, tu sais. Je hochai la tête et pris mon café à une table près de la fenêtre. Les mots de la barista confirmèrent ce que je soupçonnais. Maman avait toujours été soucieuse de son image, voulant toujours paraître réussie. La voiture de luxe, les vacances fastueuses, les vêtements de créateur, tout cela alors qu'elle peinait apparemment à maintenir l'entreprise à flot. Les 10 000 $ que je lui avais donnés pour l'équipement cassé étaient-ils même allés à la boulangerie? Probablement pas. Le week-end suivant, je décidai de prendre quelques jours de congé. Je méritais une pause, une célébration de ma victoire et de mon indépendance retrouvée. Je réservai des vacances de 2 semaines sur la côte, une petite maison au bord de la plage. En faisant mes valises, je me sentais exaltée par les possibilités qui s'ouvraient à moi. Oubis. La maison était parfaite, simple, calme, avec pour seule compagnie le bruit des vagues. Je passais mes journées à marcher sur la plage, à lire des livres que j'avais repoussés et à savourer ma liberté. Plus de manipulation, plus de culpabilisation, plus d'utilisation pour mon argent. Le dernier jour à la plage, je reçus un texto d'un numéro inconnu. C'est Jessica. Mélissa m'a dit qu'elle t'a vu. Je veux juste que tu saches que maman boit beaucoup. Elle parle de toi, par en bien. Reste loin d'elle, si tu sais ce qui est bon pour toi. Je supprimai le message sans répondre. Leurs problèmes ne me concernaient plus. En rentrant chez moi, je trouvai une lettre dans ma boîte, aux lettres sur un papier, à en-tête formelle sans adresse de retour. À l'intérieur, une note écrite de la main de maman. Emma, je ne te pardonne pas pour ce que tu as fait. Tu as choisi l'argent plutôt que la famille, tout comme j'ai autrefois choisi une nouvelle famille plutôt que toi. Peut-être que nous nous méritons l'une l'autre. Ne nous contacte plus, nous nous débrouillerons sans ta charité ou ta cruauté. Maman. Je lus la note 2 fois, puis la déchirai en petits morceaux et la jetai à la poubelle. Plus de manipulation émotionnelle, plus de culpabilité. J'en avais fini avec tout ça. La vie s'améliora. Je repris le travail avec une énergie renouvelée, recommençai à sortir, rejoignis un club de lecture et commençai même à planifier un voyage à l'étranger, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que j'avais repoussé. J'appris par des connaissances communes que maman et Rick étaient toujours ensemble, mais en difficulté. Les filles travaillaient toutes les deux à temps plein, leurs rêves universitaires en suspens indéfiniment. Je ne ressentais pas une once de culpabilité. Elles avaient fait leur choix, tout comme j'avais fait les miens. Elles avaient choisi de me traiter comme une étrangère, d'effacer la mémoire de mon père, de m'utiliser pour mon argent. J'avais choisi d'exiger ce qui m'appartenait légalement et de couper les personnes toxiques et de ma vie. Je ne sais pas si nous nous parlerons à nouveau et honnêtement, je m'en fiche. Certaines personnes ne valent pas la peine d'être gardées dans votre vie, même si elles sont de la famille. Surtout si elles sont de la famille et qu'elles vous traitent comme rien d'autre qu'un compte en banque.